parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Bonjour à tous, avant J'aimais pas la politique, en pleine campagne électorale et en direct du Café Français, nous recevons aujourd'hui Alexis Bachelet. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député depuis 2012, député frondeur, on peut le dire. Député libre. Député libre, et vous êtes le porte-parole de Benoît Hamon dans cette campagne électorale. On voit une photo de vous avez 15 ans, 16 ans. Est-ce qu'à 15 ans, 16 ans, au moment de cette photo, vous pensez déjà à la politique ? Pas du tout. Pas du tout. Je m'intéressais à la politique étant enfant et adolescent, peut-être un peu plus que la moyenne, mais vraiment par curiosité, parce que voilà, on vit dans un pays, il y a des événements historiques, politiques, donc on s'intéresse un peu aux acteurs politiques. Mais honnêtement, à cette époque-là, j'étais très 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 loin d'imaginer que vous seriez un jour député. Et d'ailleurs, dans ma famille, il n'y a pas de militants. On n'est pas du tout, quand je dis ma famille, c'est évidemment ma famille proche, mais même ma famille éloignée. Quel métier ? Mes parents sont des petits commerçants, et donc c'est un milieu très centré sur le travail. Vraiment, on ne parle avec, pas politique à la maison, pas trop. Quand on en parle, c'est plutôt voilà, les impôts, les politiques qui servent à rien, qui ne sont pas toujours très honnêtes. Enfin, c'était un regard très, alors, du coup, très critique. À quel moment vous vous êtes dit les impôts, ça peut servir à quelque chose et les politiques peuvent être honnêtes ? J'ai peut-être commencé, on va dire, à m'intéresser. Mon premier vote, c'était Maastricht. 92 92. Donc j'ai commencé aussi à m'intéresser un petit peu à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'étais un peu... Après, je me rappelle, aux européennes de 94, j'avais voté Chevènement. Donc déjà un peu à gauche, mais un peu critique. Vos camarades étudiants, c'est comment ça se passe ? Parce que... Oui, c'est par des discussions. Je me suis retrouvé dans un milieu étudiant plutôt à gauche, avec des gens qui militaient à l'UNEF, d'autres qui étaient déjà proches du Parti communiste, des Verts, du PS, donc dans un milieu très, très politisé quand même. C'était pas du tout mon univers. Et finalement, oui, je me suis un petit peu intéressé aussi à ce côté militant. Et très vite, j'ai attrapé le virus. Je suis rentré dans une organisation antiraciste qui s'appelait le Manifeste contre le Front National. C'est ça. En fait, l'engagement contre le Front National, vous diriez que c'est vraiment le cœur d'ADN de votre engagement ? Oui, c'est mon déclic à moi. J'étais vraiment très remonté que dans mon pays, la France, il y a autant de gens qui partagent des propos racistes, antisémites. Et donc je me disais, peut-être que dans ma génération, il n'y a pas assez de gens qui s'engagent contre ça, et donc j'ai eu envie de m'engager. D'accord. Pourquoi un manifeste contre le FN, pas l'engagement, par exemple, il y avait SOS Racisme à l'époque, ça s'est fait comme ça, parce que c'était au plus proche ? Ça s'est fait parce que j'ai rencontré des militants qui étaient dans cet engagement-là, et puis il y avait d'autres organisations, mais beaucoup plus proches de l'extrême gauche. Il y avait Ralfront, des organisations comme ça, plus dur dans les discours, et je me reconnaissais dans un engagement qui était déjà à l'époque pas dans les extrêmes. Voilà, je voulais pas, je combattais l'extrême droite, je voulais pas qu'on combatte l'extrême droite avec des discours, on va dire d'extrême gauche, c'est-à-dire un peu caricaturaux, un peu brutal. Ouais. Je pense que je voulais qu'on arrive à convaincre avec des arguments, quoi. On fait un saut dans le temps, parce qu'on est déjà en 2012, vous renoncez à vous étiez maire adjoint, et donc vous ne voulez pas cumuler les mandats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites quelle est la mesure qui serait la plus essentielle pour rénover notre système démocratique ? Vous êtes favorable à une 6e République ? Oui. Je pense que la mesure la plus forte, qui n'a pas encore été prise, mais j'espère qu'elle sera prise un jour, c'est le non-cumul des mandats dans le temps. Je pense qu'il faudrait limiter à 3 mandats maximum tout engagement public, parce qu'on le voit, là je salue au passage Jean-Marc Ayrault qui arrête sa carrière politique. C'est suffisamment rare pour le saluer, à 66 ans, alors que beaucoup iraient au Sénat. Lui, il annonce qu'il ne briguera plus de mandat, mais il a quand même fait 40 ans de mandat. Et donc je me demande si quand même, au bout de 40 ans de mandat consécutif,
on n'est pas un petit peu déconnecté de certaines choses. Et moi, dans mon mandat, c'est pour ça que j'ai démissionné quand je suis devenu député. J'ai vraiment voulu marquer aussi un respect d'engagement que j'avais pris et surtout rester dans la vie quotidienne. Mais regardez Bernie Sanders à 74 ans qui finalement est l'idole des jeunes aux États-Unis, qui aurait peut-être gagné cette campagne qu'Hillary Clinton a perdue. Oui, je pense qu'il ne faut pas exclure les gens par rapport à leur âge. Je ne sais pas à quel âge Bernie Sanders. C'est un des plus vieux parlementaires. C'est un des plus vieux parlementaires. Bon, on peut avoir aussi de la qualité avec l'expérience. Mais en France, peut-être parce que nous sommes une république attachée à la méritocratie, le fait qu'on ait des carrières politiques aussi longues et une forme d'entre-soi de la politique qui, moi, m'a toujours choqué, je pense que ça contrevient à l'esprit français et à l'esprit républicain qui veut que chacun puisse avoir un jour sa chance de devenir élu. Et on sait qu'avec des carrières comme ça, aussi longues, en réalité, les carrières politiques, du coup, sont ouvertes seulement à une minorité, une ultra-minorité de Français, et ça, c'est dommage. Quel métier vous auriez voulu faire quand vous étiez sur cette photo, justement, à 15 ans si ce n'était pas la politique, c'était quoi votre projet ? Pour être honnête, à la différence de beaucoup d'enfants qui rêvent d'être policiers, pompiers ou médecins, moi, je n'avais pas forcément un chemin tracé. Ce que je voulais, c'était surtout garder une certaine liberté. Donc, enseignant ou avocat, mais plutôt une profession libérale pour avoir justement une certaine liberté. Et puis, finalement, j'ai choisi une carrière professionnelle parce qu'à un moment donné, il y a les parents, il y a tout le monde qui vous met une pression pour dire mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras adulte. Et donc, à un moment donné, oui, il faut choisir un métier, un travail. Et donc, à un moment donné, je suis allé vers la fonction publique territoriale. Questionnaire, alors là, c'est des questions-réponses tac au tac. Votre personnage, de l'histoire de France, que vous préférez, que vous auriez peut-être aimé être? Moi, je ne cache pas une certaine admiration pour le général de Gaulle, mais celui de 1940. D'accord, celui de l'appel. Celui de l'appel, oui. Votre événement de l'histoire de France, du coup, l'appel du 18 juin, il y en a un autre? Je trouve que l'appel du 18 juin, dans l'histoire contemporaine de la France, c'est le texte marquant, quoi. Si vous aviez une double nationalité, laquelle? Si vous aviez à choisir une autre nationalité que la française. Je dirais sénégalaise parce que c'est mon histoire personnelle et ma famille, ma compagne est sénégalaise et mes enfants sont aussi franco-sénégalais. Donc à l'évidence, il y a quelque chose avec ce pays qui s'est créé d'extrêmement fort et que je connais bien, dans lequel je vais. Et voilà. Votre roman préféré? Complot contre l'Amérique, Philippe Ross. Qui, dans le contexte actuel des États-Unis, a une tonalité particulière. Oui, Donald Trump. Oui. Peut-être ce dont vous êtes le plus fier en politique, l'action que vous avez menée dont vous êtes le plus fier. Il y a plein de choses dont je suis fier. La chose dont je suis peut-être le plus fier dans ce travail de parlementaire, c'est la mission parlementaire sur les immigrés âgés, qui a été la première mission parlementaire sur ce sujet, qui touche une catégorie de personnes très isolées, un peu invisibles. Et donc j'étais fier de pouvoir agir concrètement pour une catégorie de personnes dont une partie est en souffrance et qui avaient besoin que les pouvoirs publics s'intéressent à elles. L'échec? J'ai pas l'impression à ce stade-là d'avoir pas réussi ce que je voulais faire. Peut-être que ce que je regrette, c'est de ne pas avoir évité parfois les joutes politiciennes, parce que justement quand j'étais moi spectateur devant ma télévision et que je voyais ces débats un peu stériles, droite-gauche ou gauche-gauche, parfois je me disais il faut éviter de tomber là-dedans parce que ça m'énervait, je pense que ça énerve les gens, et en même temps des fois dans certains débats on a du mal à éviter ça, quoi. L'enjeu du prochain mandat, alors d'un mot, parce qu'il y a plein de choses, mais est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est l'écologie, est-ce que d'un mot l'enjeu du prochain mandat, les 5 prochaines années? Je pense que l'enjeu pour un pays comme le nôtre, aujourd'hui, c'est de reconstruire le projet européen. On est dans un monde aujourd'hui extrêmement dangereux, plus instable que jamais, et notre projet européen peut, du jour au lendemain, être balayé. On l'a vu le Brexit, peut-être demain par un vote Marine Le Pen ou dans un autre pays où le populisme l'emporte. Et donc, je pense que ma génération doit se bagarrer pour préserver l'Europe, mais pas l'Europe telle qu'elle est, parce qu'on voit bien qu'elle est aujourd'hui rejetée par les peuples. Après 5 ans de mandat de François Hollande, une note de 0 à 20 sur son mandat?
10. Vous auriez voulu être prof. 10. 10. Bah oui, 10 Vous parce ne voyez que pas, c'est autant de bien que de pas bien. bah, je pense que c'est ce que pensent beaucoup la de gens. moyenne. Il y a beaucoup de choses qui ont été positives. Si la mais, plupart des gens voilà. pensaient qu'il avait 10, il se serait peut-être représenté, non? Non, pour se représenter aujourd'hui, il faut Ouais, t'es à avoir au moins 14. 12 ou 13. D'accord. Vous voyez plus de 50% de chances pour que Hamon, votre candidat, soit président de la République dans quelques semaines? Bah, je pense qu'on est passé pendant les primaires de 10% de chance à pratiquement 50 à la sortie des primaires. Et je pense que là, il est en train d'augmenter ses chances parce qu'il fait une bonne campagne. Je pense que les gens sont en train de le découvrir, d'apprendre à mieux le connaître. Et qu'il y a une vraie possibilité, alors qu'on disait la gauche battue et éliminée quoi qu'il arrive, il y a une vraie possibilité aujourd'hui qu'il y ait quand même un candidat de gauche au second tour. Et si ce n'était pas le cas, ça serait un échec, et pas seulement son échec à lui, mais un échec évidemment pour toute la gauche. Pour l'ensemble de la gauche. On va terminer sur une question d'une étudiante, comme c'est la tradition dans cette émission. Alors, il faut que j'appuie. Bonjour Monsieur Bachelet, je m'appelle Marianne Baziret et je suis actuellement en formation d'assistante vétérinaire. Selon Caroline Fourest, essayiste et de sensibilité ostensiblement socialiste, vous représentez ce qui se fait de plus détestable en politique, en termes de complaisance envers l'intégrisme, voire en termes de clientélisme. Quelle réponse auriez-vous envie d'apporter à ces accusations ? Alors, C'est assez détestable puisqu'il y a un mélange des genres. Elle se prétend journaliste essayiste et en réalité elle est militante politique. Et elle m'a attaqué dans le contexte des primaires pour affaiblir Benoît Hamon, puisqu'à travers moi, en réalité, c'était Benoît Hamon qui était visé. Et donc j'ai contesté ces accusations. Et je les conteste d'autant plus fortement que, outre le fait que je n'ai pas fait une réunion contre l'état d'urgence comme elle le prétendait, mais une réunion où j'ai défendu l'état d'urgence, donc c'est exactement l'opposé. Et qu'évidemment, dans ce contexte-là, au lieu de m'accuser de complaisance, elle devrait plutôt me dire que je suis courageux de tenir ces positions, y compris contre des gens qui ne sont pas forcément favorables à l'état d'urgence. Je l'ai voté, je l'ai prorogé. Et je dois dire que j'étais assez étonné de ces méthodes. J'y ai répondu avec mon arme, qui est la sincérité. Et le fait que oui, je suis fier aussi d'être un élu de banlieue, d'avoir dans ma circonscription des gens de toute culture, de tout culte aussi, et évidemment des gens qui sont juifs, musulmans, catholiques, qui n'ont pas de religion, mais probablement que la présence notamment de concitoyens français musulmans permet qu'on lance ce type d'attaque, clientélisme, communautarisme, alors que tout simplement, je respecte tous mes concitoyens. Et ça, c'est vrai que ça m'a profondément affecté, choqué, parce qu'on met en cause vraiment mon intégrité et tout mon engagement républicain, et ça, je ne l'accepte pas. merci Alexis Bachelet d'avoir accepté notre invitation. C'était Avant, j'aimais pas la politique. En pleine campagne électorale, bientôt le vote, n'oubliez pas d'aller voter. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,